Bonjour, je m'appelle Christian Gravener. Je suis historien montréalais. Je suis aussi journaliste et je suis aussi un auteur. J'écris un livre qui s'appelle Montreal 375 Tales, 375 contes, c'est en anglais, qui va sortir bientôt. Et aussi, j'ai un site web qui s'appelle Coolopolis, sur laquelle, depuis très longtemps, je raconte des histoires bizarres, historiques de Montréal, à propos de Montréal. Je suis là aujourd'hui pour vous raconter une histoire de la rue Ridgewood à Montréal. Si vous connaissez cette rue-là, c'est une rue ondulante, en zigzag, très inclinée. Ça existe seulement depuis 1945 et je vais vous expliquer pourquoi ça m'intéresse. Je pense que vous allez trouver ça fascinant aussi, malgré que vous n'avez pas nécessairement une connexion directe avec cet endroit-là. Alors, c'est en 1900, vous savez tous sûrement que la Deuxième Guerre mondiale a pris place entre 1940 et 1945. Les Canadiens essayaient de battre contre Hitler et les nazis et tout ça. Alors, quand la guerre est finie et le good guys ont gagné, sont revenus à Montréal, chez eux, mais il n'y avait pas vraiment de place pour vivre. Alors, il y avait un grand manque de logement à Montréal. C'était problématique, c'était un problème assez grave, mais il y avait beaucoup de place pour bâtir. Un de ces endroits, c'était le côté est du Mont-Royal. Super beau montagne dans le centre de Montréal. Alors, on essaie de faire des bâtiments sur cette rue. Alors, ça n'existait même pas avant environ 1945, il y avait 2 ou 3 bâtiments. Ensuite, en 46, il y avait 7 bâtiments. Et en 47, encore beaucoup plus, mais c'était pas encore complété. Si vous voulez voir vraiment la carte de quoi ça avait l'air en 47, il y a un site merveilleux. Un homme qui s'appelle Anton, c'est un maniaque de transport en commun, super intelligent. Il a fait comme une carte basée sur des photos aériennes de Montréal en 47. Alors, si vous faites une recherche pour Aerial Montréal en 1947, vous allez voir sa carte superbe qui vous montre tout, sauf ça manque le West End, côté ouest de la ville, mais tout de même, c'est vraiment nécessaire. Alors, on voit sur cette carte-là que c'était moitié bâti en 1947 et le parti le plus haut n'était pas encore fait. Alors, si vous regardez aussi sur la carte sur Google, vous verrez que ça touche, c'est presque touchant dans le haut de la rue Oakland à Westmount. Ça, c'est vraiment des maisons super riches, mais ça ne touche pas jusqu'à aujourd'hui. La rue ne connecte pas avec Westmount. Je trouve ça un peu drôle. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, les snobs à Westmount, c'est comme non, on ne voudrait pas que les gens de Côte-des-Neiges viennent ici à Westmount dans leur voiture. Alors, c'est un peu tragique dans ce sens que la rue Ridgewood, c'est tout près de l'oratoire Saint-Joseph, mais pour se rendre, c'est assez compliqué, malgré que ça aurait pu être super facile. De toute façon, on voit que la rue, architecturalement, c'est pas trop intéressant, parce que il voulait vraiment mettre le maximum de bâtiments, de logements sur cette rue-là. Et le premier vraiment à faire des bâtiments sur la rue, c'était un promoteur qui a vendu ce qu'on appelle aujourd'hui des condos. C'était supposément des premiers condos au Canada, si vous croyez ça au moins. Selon un article que j'ai lu, les premiers condos au Canada, c'était sur la rue Ridgewood. Et ça a vendu super vite. Hein. Les prix étaient très bas, environ 10 000 pour avoir une unité. Et le promoteur a tellement vite vendu toutes ces unités qu'il a fait un autre. Alors, c'est comme ça que ça a été complété jusqu'en haut, la rue Ridgewood. Il y avait
aucune personne. Il y avait personne qui habitait là. Soudainement, c'était plein de monde, densément peuplé. Alors, jusqu'à maintenant, on voit que c'est un endroit raisonnable pour trouver un appartement. Mais moi, je suis là pour parler un peu de côté bizarre de cette rue parce que c'est sûr que c'est ça qui nous intéresse tous. Première des choses, je vais juste raconter un couple d'histoires, pas super intéressant, mais il y avait une femme, Delina Smith, qui a travaillé comme un domestique pour une femme au nom de Madame Canny, K-A-N-N-Y. Elle a travaillé pendant 2 semaines en 1956 et elle a volé tous ses biens chez elle, la joaillerie qui vaut 1700 $. Alors, pauvre Madame Canny et pauvre Madame Smith, c'est toute une histoire triste. Ensuite, il y avait aussi l'histoire d'un monsieur William James Callahan, autrement connu comme John Cameron ou Lyle Campbell. C'est un jeune homme de 23 ans. En 1956, même année, il a tué quelqu'un sur la rue. L'endroit exact, c'était 32-35 Ridgewood, appartement 406. L'homme qui l'a tué, c'était un importateur de montres suisse au nom de André Ochsner. Il avait 38 ans. Alors, ce pauvre Ochsner était tué. C'était un vol. Alors, ce qu'il a fait, le tueur Callahan, il a évidemment volé des montres. Il a essayé de les revendre. Il est allé sur la rue Saint-Antoine, qui s'appelait à ce moment-là Craig. Il est allé voir un vendeur au nom de Maurice Cohen. Il a offert une de ses beaux montres pour $1. Il a vendu ça à M. Cohen pour $1. Alors, M. Cohen était assez surpris d'avoir un aubaine de même. Éventuellement, il a parlé au policier. Il a dit oui, je me souviens très, très bien de ce moment-là. Ce qui est arrivé à monsieur le tueur est déménagé aux États-Unis, mais est devenu un peu paranoïaque et croyait que le FBI le poursuivait. Alors, un jour, il est retourné. Il a dit oui, c'est moi qui l'ai fait. Alors, enfin, la justice a été servie et le jeune homme, dans cette histoire tragique, même si ça prenait plusieurs années, il a été mis en prison. Et enfin, il y a quoi d'autre? Il y avait une histoire d'un fou, monsieur, comment ça s'appelle? Martin, quelque chose. Il est allé violer deux femmes sur la rue Ridgewood en 1956 d'une façon assez cruelle. Alors, Patrick Paul Martin de la rue Seymour est allé en prison, mais le juge l'a dit que c'était un psychopathe sexuel. Alors, c'est vraiment triste, cette histoire-là. Mais là, je vous raconte ces tragédies, non pas pour montrer que c'était un rue dangereux, parce que vraiment, dans toutes ces années, il y avait juste quelques actes criminels. Alors, les chances d'être victime d'une chose de même, c'était très, très petit. Alors, faut pas avoir peur de passer sur la rue Ridgewood, qui est assez paisible. Quoi d'autre? Il y avait un homme qui est mort en 1966, Brian McGuire, il avait 36 ans, 3620 rue Ridgewood, avenue Ridgewood, appartement 715. Il a tombé endormi avec un cigarette sur le divan. C'est pas une bonne idée. Il y avait une femme, Anatole Roland de Sainte-Thérèse, qui était tuée au coin de Côte-des-Neiges et Ridgewood en 1967. Elle avait 68 ans, mais encore une fois, ça c'est juste pas trop important. Ça c'est des informations banales. Un homme en 75, Clifford Postelnick, il avait 30 ans, il était capté avec de fausses argent, 400 000 $. Alors ça, c'est beaucoup, hein, de fausses argent sur la rue Avenue Ridgewood. Mais vous savez, c'est un rue où on descend, on voit le cimetière en face. Alors, c'est comme avoir un grand cours en avant de chez nous. Hein. Voudrais-tu avoir un grand cours, super grand, bien entretenu, tout ça? Et la seule chose,
c'est plein de gens morts, enterrés dans le cercueil. Alors, c'est vraiment un super bel endroit, mais ensuite, c'est un peu grizzly, c'est un peu ghoulish, comme on dirait en anglais. Les morts partout. Alors, dans les premières années de la rue, hein, ça c'est super intéressant. Je suis fasciné par ça parce qu'il y avait des personnages intéressants qui y habitaient. Et parmi ces gens, c'était mon père qui était comme connu à Montréal. Je vais vous raconter ça un peu. Mais première des choses, je vais parler d'un autre homme super bizarre qui habitait sur cette rue dans les années 50, qui s'appelait Stafford Harriman, Harriman, Stafford Harriman. Quel homme, hein, ce Stafford Harriman. Il avait un bras, parce qu'il a perdu l'autre bras dans sa jeunesse. Je pense que c'était une infection. Il avait un bras cassé, mais il a mal agi. Et ensuite, ça lui a coûté un bras, mais ça n'a pas empêché son progrès, ce monsieur Stafford Harriman, qui est devenu comme un grand fraudeur. Il faisait sur la bourse, il vendait des mines qui étaient des fausses mines. En anglais, on appelle ça salted mines. Ce qu'on faisait, on prenait un roche, on peinturait dans la couleur or et on invitait des experts ou des investisseurs potentiels pour venir regarder la mine. Ils ont dit, ah oui, on voit, il y a de l'or partout, hein? Et souvent, il donnait beaucoup d'alcool à boire. Il disait, oui, on va mettre tout notre argent dans ce mine qui ne valait vraiment rien du tout. Alors, Stafford Harriman qui faisait ça, il travaillait sur la rue à Sherbrooke. Vous connaissez sûrement la rue à peu près de côté sud de Sherbrooke, pas loin de, disons, Chamedy ou Lambert classé, c'est à l'ouest de la rue Guy. Vous connaissez le bâtiment avec une courbe sur le devant, la façade. Alors, il faisait un boiler room là-dedans. Il est devenu riche. Alors, il n'avait pas honte du tout, Stafford Harriman. Il a même écrit un article dans une grande revue américaine. Ça, c'est vrai, c'est sans joke, hein? Qui s'appelait Comment voler de l'argent sur la bourse. Alors, c'était basé sur ses expériences, mais ils ne l'ont jamais mis en prison pour ces choses. C'est fraude qu'il a fait. Malgré qu'il est entré en prison une fois parce qu'il aimait boire, il buvait beaucoup, il faisait des grands parties, des fêtes. Et une fois, il est allé en prison parce qu'il avait trop bu et un policier a constaté qu'il avait quelque chose sur son bras, ce qui restait de son bras, et c'était un cancer. Alors, il était heureux d'avoir été en prison cette fois-là parce que sinon, il aurait eu un cancer plus grave. Il a survécu ça. Mais la chose qui le rend intéressant, Stafford Harriman, c'est pas qu'il était un voleur, c'est qu'il était un mystique. Il croyait dans la marijuana, le peyote, il écrivait, ça c'est des années 50, croyez-le ou non. Il écrit au gouvernement disant que ça devrait être légal, toutes ces choses, parce que c'est une façon d'explorer le monde. Il faisait de méditation, le bouddhisme zen. Il connaissait beaucoup de monde, des jeunes comme Billy Georgette, c'était un musicien pianiste qui est encore vivant aujourd'hui. C'est un excellent homme, il connaît l'histoire. Billy Georgette était beaucoup influencé par Stafford Harriman, qui l'avouait comme quelque chose qui était charismatique, capable presque de parler à Dieu. Stafford Harriman était très impressionné, ce jeune homme, Billy Georgette, quand il a rencontré Monsieur Harriman et un autre qui connaissait Stafford Harriman qui avait le même
sens de lui s'appelait Alfie Wade. Alfie Wade, c'est un autre personnage super intéressant à Montréal. Il n'habite plus à Montréal, il est dans les années 80, maintenant octogénaire. Mais les deux, Georgette et Wade, sont vraiment sharp, ils sont très conscients, ils ont des bons mémoires. Alors, les deux ensemble, ils se souviennent de Stafford Harriman comme quelqu'un qui était presque magique. C'était un homme très impressionnant qui a beaucoup influencé les jeunes. Alors, ce qui est arrivé par la suite, on a offert à M. Harriman de faire partie d'une autre fraude fiscale sur la bourse qui aurait été vraiment d'un grand montant d'argent. Mais vous savez, il a refusé. Il a dit non, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux faire, c'est de m'asseoir sur le toit en, en faisant des méditations zen. Alors, croyez-le ou non, cet homme qui aimait boire, qui aimait prendre de la drogue, qui était plus vieux que ses jeunes, qui a beaucoup fait dans sa vie. Il a continué de même, il a passé le reste de sa vie en faisant de méditation et les gens se souviennent de lui encore aujourd'hui. Et l'autre personnage, un autre personnage de cette rue qui était super intéressant, Harriman habitait en bas de Ridgewood. Pourtant, l'autre, mon père, habitait en haut. Et mon père était marié à une femme, il avait un enfant, mais ils sont séparés. Mon père voulait plus d'enfants. Alors, la femme avec qui il était à Côte-Saint-Luc n'était pas en mesure de lui donner d'autres enfants. Alors, ce qu'il a fait, il a déménagé avec une autre femme qui est ma mère sur la rue Ridgewood. Ils avaient 2 enfants qui habitaient avec eux. Et mon père faisait partie d'un groupe d'hommes qui écrivaient un petit tabloïd de choc, de scandale qui s'appelait Midnight, minuit. Alors, ce qu'il faisait, c'est il faisait des histoires drôles, bizarres, des fausses histoires, et ça vendait assez bien. Il faisait de l'argent, il aimait ça. Mon père était comme journaliste, il adorait faire ça. Et Monsieur Joe Azeri était propriétaire, mais les gens croyaient que c'était mon père qui était propriétaire parce qu'il était tellement impliqué, il adorait tellement ça, parler aux gens, de faire ces histoires bizarres. Et ce qui est arrivé avec Midnight, c'est qu'un jour, un des vendeurs de cette revue-là est allé aux États-Unis, il a vu qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait acheter Midnight, des copies de Midnight. Alors, soudainement, ils ont réorienté pour ne pas être trop concentré sur Montréal, mais plutôt les États-Unis. Et soudainement, ça vendait des milliers de copies. C'était vrai, c'est devenu super populaire, Midnight. Et Joe Azeri est devenu riche assez vite. Et il a acheté une maison en Costa Rica. Il a passé le restant de ces jours-là. Il a passé la deuxième moitié de sa vie en habitant à Costa Rica. Mais mon père, il est resté à Montréal. Il n'a pas quitté Montréal, mais ce qu'il a fait pour faire sa fortune était encore plus intéressant. Dans ces années-là, il habitait la rue Ridgewood, il était désespéré pour avoir plus d'argent. Il avait beaucoup d'énergie, alors quelqu'un lui a dit d'aller s'informer sur cette île qui était à vendre, qui s'appelait Île des Sœurs. Et lui est allé avec 5000 $, dans sa poche et il a fait une offre. Et il a réussi à acheter Île des Sœurs. Là, je vais raconter ça dans une autre fois en détail, mais l'île des Sœurs, c'est ce qui a rendu mon père assez riche. Mais dans ces années-là, il vivait sur la rue Ridgewood. Il était comme philosophe, pas dans le même sens que Stafford Harriman, mais il était comme bootstrapper, comme on dit en anglais. Il parlait aux jeunes, il disait ce que vous devez faire. Il était obsédé par le lait, il n'aimait pas le lait, il pensait que ça était mauvais pour la santé. Alors, mon père était capable de parler pendant des heures et des heures sans arrêt à propos de toutes ces philosophies. Et, les jeunes hommes passaient par chez lui, il donnait des petits travaux pour compléter $2 ici et là. Et
Ensuite, il a déménagé plus tard dans une grande maison à Westmount et c'est là où je suis né. Je suis le cinquième des 6 enfants qu'il a eu avec ma mère. Alors ensuite, euh, mes parents ont gardé des amis sur la rue Ridgewood et un est devenu ma gardienne. Elle s'appelait Minna Gretz. C'était une Romaine de la Roumanie. Sa mère était peut-être hongroise. Ensuite, il avait son mari, Joe Gretz, était hongroise. Alors, c'était un couple qui n'avait pas d'enfants. Elle me gardait. Alors, j'ai des souvenirs de passer des jours mémorables sur le haut de la rue de l'avenue Ridgewood. C'était des moments magiques. J'avais 7 ans. Je me souviens cette belle femme gentille, super généreuse. Elle était vraiment une femme intéressante parce qu'elle nous a amenés, pas à l'âge de 7 ans, mais plus tard, elle nous a amenés aux rencontres de alcooliques anonymes, des choses comme ça, juste pour regarder le trajet des vies des gens qui ont des problèmes comme ça. Alors, j'ai beaucoup appris de cette femme. Si vous avez jamais la chance, moi, c'est les seules fois que j'ai assisté à des rencontres comme ça, juste comme un spectateur, mais c'est vraiment une éducation de voir des rencontres comme cocaïne anonyme et alcoolique anonyme et neurotique anonyme. J'ai vu des rencontres comme ça et vraiment ça ouvre les yeux. Mon Dieu, c'est incroyable. Alors cette femme-là, on a passé du temps chez eux et ça c'était avant que nous avons déménagé à Vancouver en 1970. Alors j'ai des bons souvenirs d'avoir eu 7 ans. Les chansons populaires à cette époque-là, c'était un groupe de musiciens qui s'appelait Mash McCann. Uh, And as the years go by, true love will never die. I love you. Pardon, je chante mal, mais ça, c'est vraiment une chanson nostalgique pour moi. Ça me ramène à l'avenue Ridgewood. C'est des belles mémoires. Alors, quand j'ai jamais vraiment vécu sur la rue Ridgewood, l'avenue Ridgewood, mais tout de même, c'est une rue qui me touche personnellement, dans ce sens, de manière profonde. Et ensuite, quand j'avais 18 ans, j'ai eu ma première blonde. Elle m'a invité chez elle, alors, sur la rue Ridgewood. Et mon Dieu, je ne raconterai pas trop de détails sur ça, mais c'est encore une fois, c'est des beaux souvenirs. Mais il y avait une autre histoire super intéressante sur la rue Ridgewood. Et là, c'était premier ministre du Québec, Maurice Duplessis. Vous le connaissez sûrement. C'était un strongman. Il était là pendant des décennies. Ce qu'il voulait est devenu loi. Alors, c'était vraiment un dictateur, plus ou moins. Mais il n'était pas marié. Il avait des amantes, au moins 2. Il avait un à Québec et aussi une à Montréal. Monsieur Duplessis, il avait comme il avait été alcoolique, il a été traité pour ça dans un hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, mais aussi il avait une condition physique qui s'appelait le hypospadias, je pense que c'est ça la phrase. Donc son pénis, le petit intérieur, n'allait pas jusqu'au bout. Alors, pour faire l'amour pour lui, Duplessis, ça faisait mal. Je ne sais pas si ça fonctionnait bien. Alors, je ne sais pas vraiment si c'était vraiment active sexuellement ou non, mais de toute façon, sa blonde sur la rue Ridgewood, il l'a visité chez elle. Et il y avait des femmes qui habitaient sur la rue, qui savaient que lui passait par là souvent. Alors, c'était pas trop un secret. Elle s'appelait Madame Massey, il semble, la femme qui visitait souvent. Alors, éventuellement, Monsieur Duplessis, il est mort en visitant le nord du Québec et c'est devenu un mythe légendaire qu'il est mort vraiment dans les bras de son amante sur l'avenue Ridgewood. Et
Alors, si vous regardiez sur les autobus dans les années 50 ou 60, les vieilles dames sur l'autobus, ils faisaient le croix religieux avec les mains sur le corps quand ils passaient devant de chez lui pour rendre hommage à M. Duplessis qui était supposément, selon la légende, il est mort sur la rue Ridgewood, qui n'est pas vrai, mais de toute façon, il est mort pour le vrai en septembre 1959 à 7. Et tout de même, c'est une histoire qui a coloré la rue. Alors, il y avait d'autres gens intéressants. Le poète Irving Layton. Vous le connaissez peut-être, il a vécu sur la rue Ridgewood de 1958 jusqu'à 1960. Excusez-moi si je dis Ridgeview parce que nous avons vécu à Vancouver après avoir, pendant un an après, dans ma jeunesse, il y avait une rue à Ridgeview, alors je me confonds les deux toujours. Alors quand je pense à Ridgewood, je pense à Ridgeview et je pense à Vancouver, et je pense à ma jeunesse à Vancouver et je pense aux chansons We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. Ça, c'est la chanson qui jouait quand j'habitais à Vancouver dans ma jeunesse. Et je pense à la vie de Terry Jacks. C'était un musicien très peu connu qui a chanté ça. Il a emprunté la mélodie de Jacques Brel, il me semble. Il y avait personne qui aimait les chansons de Terry Jacks, même sa mère ne l'aimait pas. Il a fait cette chanson, il a même payé pour l'enregistrement, je crois, et il est devenu une légende juste avec une chanson. Alors, je salue M. Terry Jacks qui est mort. Mais ça, il n'y a rien à voir avec la rue Ridgewood. Et Irving Layton, le poète, était comme vraiment super vedette de Irving Layton quand il était vivant, mais les gens le trouvaient un peu vulgaire, sexuel. Il était grand ami avec Leonard Cohen, Leonard Cohen, et il a beaucoup influencé ce jeune homme. Moi, je ne suis pas allé à la rue Ridgewood depuis très longtemps, mais c'est dans mes pensées, je l'adore tout de même. Je vous conseille d'y aller juste pour vous promener si vous avez la chance. Si vous voulez vivre là-bas, j'ai rien contre. Mais aussi, si vous êtes en haut et vous devez descendre jusqu'en bas pour acheter du beurre ou quelque chose de même, c'est un peu loin, c'est le seul des avantages. Mais vraiment, c'est un rue spécial à Montréal. Et maintenant, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent là-bas, mais sous la surface, comme je vous ai démontré, il y a des histoires intéressantes et je compte à vous raconter d'autres dans des autres podcasts dans l'avenir. Alors, merci d'avoir écouté aujourd'hui. Je m'appelle Christian Gravener. Viens voir ma site web Coolopolis et achète mon livre Montreal 375 Tales quand ça sort. Merci beaucoup.